Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité et Pérennité, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. La norme ISO 45001 couvre de nombreux thèmes. Dans ce nouveau format prévoyant 3 sessions, nous aborderons aujourd'hui la qualité de vie au travail grâce à 2 experts et le témoignage de 2 entreprises. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Merci Guy. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du programme Entraide de la FQP PACA. Le web d'aujourd'hui rentre dans la catégorie qualité pratique et il rentre dans un focus que nous avons prévu de faire en ce début d'année 2021, un focus sur la 45001 en consacrant trois webinaires sur la 45001. Donc 45001, pourquoi ce focus? Car elle nous appelle cette norme à travailler sur la santé et la sécurité du personnel, et c'est un sujet ô combien chaud dans la période de crise sanitaire que nous vivons, mais également la 45001 parce que elle parle d'une partie prenante qui devient stratégique dans nos organisations, c'est-à-dire le personnel, et elle nous appelle à travailler sur le bien-être au travail de nos équipes. Donc, le propos de ce Zoom, c'est de parler de la 45001, mais sous un angle qui est positif, celui qui consiste à passer de la contrainte à l'opportunité et de voir quelles sont, dans les contraintes, dans les exigences normatives et autres que nous suggère ce référentiel, comment nous pouvons nous appuyer sur ces contraintes pour en faire des points de force pour nos organisations. En fait, le propos, c'est de passer de ce qu'on appelle pour les anciens l'assurance qualité, de la conformité à la performance. Or, c'est bien la performance qui intéresse nos organisations. Donc, 3 thèmes sur les webinaires Focus 45001. Un premier web que nous avons déjà réalisé en février, qui était sur la consultation et la participation du personnel. Aujourd'hui, notre centre d'intérêt est la qualité de vie au travail, et nous aurons en avril le 3e webinaire qui traitera, lui, des parties intéressées. Donc, dans notre programme, nous avons 4 intervenants et nous avons 3 séquences de questions-réponses. Nous aurons une première intervention sur ce qu'il y a en exigence réglementaire et normative dans la 45001. À l'issue de cette première séquence, vous pourrez interpeller les intervenants et poser vos questions. Ensuite, nous aurons une deuxième séquence où il sera question des bonnes pratiques. Comment nous appuyer sur ces exigences réglementaires et normatives pour en faire des bonnes pratiques pour nos organisations. À l'issue de cette intervention, vous aurez une séquence vos questions et vous pourrez donc interpeller les intervenants. Et ensuite, nous avons 2 témoignages d'entreprises. Le témoignage de Veolia Maera, qui est Veolia, vous connaissez, une entreprise qui, dans la métropole de Montpellier, traite les eaux usées. Et nous aurons le témoignage de Mini Green Power, qui est une PME qui traite comme son titre l'indique, de la puissance verte et des économies d'énergie. Il vous en dira, l'intervenant vous en dira plus précisément. Donc, les témoignages de Veolia et de Mini Green Power traiteront de comment ces entreprises se sont appropriées ces exigences et en ont fait des points de force pour leurs organisations. À l'issue de ces 2 interventions, vous aurez une séquence de questions-réponses et vous pourrez donc poser vos questions aux 2 intervenants.
Voilà donc pour la présentation du programme. Quelques mots sur les intervenants. Dans l'ordre d'apparition à l'écran, nous allons avoir une intervention de Marc Bouisset, qui est un expert en matière de 45001 et qui fait partie de l'organisation APAV Certification, dans laquelle il travaille en tant que responsable commercial et auditeur, et il a une expérience d'une quinzaine d'années dans l'industrie. Ensuite, nous aurons l'intervention de Sandrine, qui, elle, est une praticienne d'entreprise et qui est RQHS dans une PME du plateau grassois, et cette entreprise est spécialisée dans les travaux de maintenance dans le secteur de l'industrie et dans le tertiaire. Ensuite, nos deux témoins seront Cédric Fricou pour Veolia Maera et Franck Ledoyen pour Mini Green Power. Ben voilà pour la séquence présentation. Je passe immédiatement la parole à notre ami Marc Bouisset pour qu'il nous parle des exigences réglementaires en matière de 45001. Bonjour à tous. Donc, on va aborder ce point-là. Alors, on va commencer déjà par regarder les exigences réglementaires hors de la 45001, la précédente, s'il te plaît. Et donc, voir en fait quelles sont les exigences de la réglementation. Donc, alors, ce qu'il faut dire sur la réglementation, c'est qu'elle ne parle pas beaucoup de qualité de vie au travail. Surtout, elle réglemente tout ce qui est la non-qualité de vie au travail, notamment au travers, par exemple, de la pénibilité. Voilà. Donc, lorsque les mesures de prévention des risques santé et sécurité au travail sont insuffisantes, certains risques sont facteurs de pénibilité et au-delà de certains seuils d'exposition, la loi prévoit des actions spécifiques et des mécanismes de compensation. Donc, ce sont tous les textes liés à la pénibilité avec les accords d'entreprise, le plan de prévention et de la pénibilité. Alors, ces accords de prévention, ils couvrent la réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité, par exemple le bruit ou le travail de nuit, par exemple. Voilà. L'aménagement des postes de travail et l'amélioration des conditions de travail, le développement des compétences, qualifications, l'aménagement des fins de carrière et le maintien en activité des salariés exposés à ces facteurs de pénibilité pour qu'ils travaillent jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, les textes de loi ont défini 10 facteurs de pénibilité. Voilà, hein, donc, vous avez les références du Code du travail, hein, à la fois les lois et les décrets. L, c'est les lois et les D, c'est les décrets. Donc, ça a beaucoup évolué, en fait, la pénibilité. Vous savez, il y a eu beaucoup de discussions, en fait, et notamment un tollé des entreprises, parce que c'était une usine à gaz à calculer, en fait. Hein. Et depuis 2017, on sait qu'il y a eu 6 sur 10 des critères qui permettent d'acquérir des points de pénibilité qui sont crédités sur le compte professionnel de prévention, le C2P, hein, et ont des seuils qui leur sont associés. Donc ça, c'est l'article D4163-2 du Code du travail. Alors, ces critères, les 10 facteurs de pénibilité, quels sont-ils? Ils sont les manutentions manuelles, donc les charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, on pourrait citer par exemple les CMR, les activités en milieu hyperbare, donc à forte pression, les températures extrêmes, qu'elles soient positives, par exemple le travail en extérieur en été ou, je dirais, à proximité, par exemple, de four, ou négatives, là aussi, hein, par exemple, le travail, on pourrait penser au travail du BTP en hiver, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipe successive et le travail répétitif. Alors, donc la suivante. Alors, les entreprises ont obligation d'identifier les salariés qui font objet d'une déclaration via l'évaluation de l'exposition de chaque travailleur au regard des conditions habituelles de travail moyennes sur l'année. Par exemple, quand on parlait de température, eh bien, en moyenne, combien de temps les salariés sont exposés à ces facteurs de pénibilité, hein, sur ces 6 critères. Hein.
Elle demande à ce qu'il y ait une création d'un compte personnel de prévention de la pénibilité. Donc ça, c'est un texte du 1er janvier 2015, comme devenu C2P suite à ordonnance numéro 2017-1389. À côté de ça, il y a d'autres textes, par exemple l'arrêté du 23/4/2019 sur le stress au travail, qui rend obligatoire des dispositions d'accord national interprofessionnel sur le stress. Donc là aussi, on est toujours, vous voyez, dans la non-qualité de vie au travail. Hein, voilà. Et enfin, on a l'arrêté du 23/7/2010 sur le harcèlement et la violence au travail, qui rend obligatoire des dispositions d'un accord national interprofessionnel du 26/3/2010. Donc là aussi, on est sur la non-qualité de vie au travail. Donc vous voyez, en fait, la réglementation, elle légifère la non-qualité de vie au travail, mais elle ne parle pas en réalité de qualité de vie au travail. Voilà. Donc là, pour la qualité de vie au travail, on va retrouver des éléments dans l'ISO 45001. Et donc, on peut aller à la plage, à la diapo suivante. La norme, donc, dans son intitulé, elle permet à un organisme d'intégrer au travers de son système de management de la santé et sécurité au travail, SST, d'autres aspects de la santé et sécurité, tels que le bien-être et la qualité de vie au travail. Ça, c'est énoncé dans le chapitre 1. Donc là, la norme, elle, parle bien de qualité de vie au travail et n'aborde pas par la négative. Sur la planche suivante, elle l'aborde de deux façons. De façon indirecte, par exemple, au niveau du leadership et de l'engagement de la direction, où elle dit, par exemple, la direction doit démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management de la santé et sécurité au travail. Le point 5.1J, en développant, portant et promouvant une culture au sein de l'organisme favorable aux résultats escomptés du système de management de la santé et sécurité au travail. Vous voyez, la culture, dans cette culture-là, on a bien évidemment tout ce qui, le fait d'avoir des lieux de travail sains et sûrs, font partie de la qualité de vie au travail. Donc, on nous dit la direction doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour une politique de santé et sécurité au travail qui inclut l'engagement à procurer des conditions de travail sûres et saines, c'est le 5.2a. Ensuite, qui inclut l'engagement à la consultation et à la participation des travailleurs, le 5.2f. Bon, pour ceux qui ont suivi le webinaire précédent, la consultation et la participation, en fait, font partie de la qualité de vie au travail au travers du fait que les salariés se sentent concernés. Et vous verrez avec les deux témoignages, justement, le vécu et les apports de cette consultation-participation. Diapo suivante. Ça, c'était de façon indirecte et elle l'aborde de façon plus directe aussi au travers de l'identification des dangers et de l'évaluation des risques, le 6.1.2.1, où il faut prendre en compte les infrastructures, les équipements, les matériaux, les substances, dont les substances chimiques, les conditions physiques du lieu de travail, le point B1. Je rappelle quand même que la réglementation dit qu'il faut adapter le travail à l'homme et pas l'homme au travail. Hein. Ça fait partie des principes généraux de prévention. Les facteurs humains, le point B3, bien sûr, et comment le travail est réellement exécuté, le point B4. Donc, vous voyez, on demande à ce qu'on prenne en compte le facteur humain pour organiser le travail et notamment que ce travail soit sûr et sain et avec une bonne qualité pour permettre justement aux salariés de s'exprimer et éviter les maladies, les accidents du travail. La diapo suivante. Il faut aussi prendre en compte donc l'organisation du travail, les facteurs sociaux, y compris la charge de travail, les heures de travail, la maltraitance, le harcèlement et l'intimidation, le leadership et la culture de l'organisme. Alors l'organisation du travail, par exemple, ça conduit certaines entreprises à consulter les travailleurs, je pense à une entreprise où l'ensemble des salariés ils sont postés en 3-8, ils ont décidé de faire une semaine sur chaque 8. Vous savez, c'est le rythme le plus pénible, qui est réputé le plus pénible, mais ça a été une décision des salariés. Donc, voilà. Donc, dans l'organisation du travail,
ils peuvent être consultés sur justement les rythmes qu'ils souhaitent pour maintenir une qualité de vie au travail et une qualité de vie personnelle. Dans la conception aussi des lieux de travail, des processus, des installations, des machines et équipements, des procédures de travail et de l'organisation du travail, y compris leurs adaptations aux besoins et aptitudes des travailleurs concernés. Ça, c'est le point F1. Voilà. Donc, on est pile dans les principes généraux de prévention qui disent qu'il faut adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Donc, l'inverse, c'est le Fordisme. Hein. On adapte l'homme s'adapte finalement au travail. Diapo suivante. Donc voilà, au niveau d'un aperçu sur à la fois la réglementation qui légifère, qui gère la non-qualité liée au travail, et d'autre part sur la norme ISO 45001 qui, elle, parle bien de qualité de vie au travail. Eh bien, merci Marc. Voilà pour cette première phase. Les questions sont toujours en attente de la part du très large auditoire d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas s'il vous plaît. C'est vos questions qui font la richesse de ces sessions. Moi, j'aurais déjà une question très générique. Est-ce qu'il y aurait, selon ton expérience, des points qui manqueraient à cette norme? Comment dit, est-ce qu'il y aurait encore la place pour une nouvelle version? Alors, cette norme-là, elle est très récente, hein, puisqu'elle date de 2018. On peut dire qu'on n'a pas le recul suffisant à l'heure actuelle. Hein. Par contre, ce qu'on observe, en fait, c'est que finalement, elle intègre des choses qui étaient… on a connu la vague de la qualité totale des années 80-90, et dans laquelle les années 80-90, on parlait beaucoup, finalement, d'avoir une organisation beaucoup plus participative. Et cette norme-là, la 45001, elle pousse vers avoir une organisation plus participative. Voilà. Ok, merci. Alors, il y avait une question qui était posée en articulation entre le 45001 et les autres, 26 000, 14 000, 18 000, 9 000 et tout le catalogue. Comment placer sa complémentarité ou pas? Alors, il y a d'abord des normes qui sont à peu près du même niveau. Si on parle des normes sur la santé et sécurité au travail, il y a VéloChasse, 18001, il y a l'ILO OSH, on en parlera avec l'entreprise Veolia Maera, qui est certifiée par rapport à ce référentiel, et la 45001. Là, ce sont des normes qui sont appelées à se substituer. Bon, si on parle maintenant de l'ISO 26001, qui est l'ISO 26000, pardon, la 26000, qui est sur le développement durable, elle aborde, en fait, vous savez, le développement durable, c'est le développement économique, environnemental, en tenant compte des aspects environnementaux et sociétaux. Hein. Dans le sociétal, il y a le social, autrement dit en interne, c'est-à-dire la santé et sécurité au travail, et il y a le sociétal, c'est-à-dire l'organisme dans sa communauté, dans son environnement. Hein, en fait, quelles actions il fait, par exemple pour les jeunes, pour les chômeurs, etc. Bon. Donc, l'ISO 26000 est la norme la plus large possible. Alors, il y a deux façons d'y arriver. Il y a d'une part une entreprise qui serait certifiée 9001, 14001, 45001, par exemple, et qui voudrait faire du 26000, l'évaluation 26000. Donc là, finalement, il faudrait qu'elle élargisse son spectre, je dirais, par exemple, au sociétal. Hein. Et qu'elle travaille sur les 7 questions centrales. Voilà. Et il y a d'autres entreprises qui, au contraire, je pense que c'est plutôt des entreprises nouvelles, qui abordent directement la 26000 sans forcément passer par du QSE. Voilà. On a ces deux approches. Mais la 26000 est bien la norme la plus large possible. Voilà. Sauf que la 26000, bon, c'est un peu technique, on fait des évaluations, il n'y a pas de certification, parce que elle a été pondue par, je dirais, les consommateurs, et ils n'ont pas voulu, là c'est la direction de la consommation au niveau de l'Europe, et ils n'ont pas voulu qu'on puisse être certifié. Donc le marché a contourné ça en proposant des évaluations. Voilà.
Oui, c'est une différence, je me rappelle bien, entre recommandation et exigence. Exactement, Entre... voilà. Mhm. Donc, on fait donc ce que propose le marché, tous les organismes certificateurs, c'est de faire des évaluations avec un système de scoring. Mais on ne peut pas dire on est certifié, si vous voulez, hein, puisqu'il n'y a D'accord. pas de programme d'accréditation. Voilà. Ok, merci bien. Alors, il y a une question qui, à mon avis, va couvrir tous les intervenants, le lien entre la QVT et la RSE. Je ne sais pas si Marc, tu voulais déjà, enfin, tu l'as déjà partiellement abordé. Et Alors, puis, une méthode spécifique pour mettre en place la qualité liée au travail, à part l'ISO 45001, qui me semble deux éléments qui sont deux questions concordantes quelque part. donc la première, rappelle-la moi que je. Donc, le lien QVT et RSE. Ah oui, le lien QVT et RSE. Donc, dans la RSE, dans la QVT, on va s'intéresser uniquement aux salariés. Alors, aux salariés et sous-traitants qui interviennent dans l'organisme, hein. Par exemple, on peut avoir des entreprises extérieures qui interviennent, et donc il faut aussi qu'ils aient des conditions d'une qualité de vie au travail sûres et saines également. Par contre, la RSE est beaucoup plus large, puisqu'on va s'adapter, on va aussi traiter des personnes qui sont extérieures à l'entreprise. Voilà. Donc, d'une part, le deuxième point. Donc, c'était la question sur y a-t-il une méthode spécifique pour mettre en place la QVT à part l'ISO 45001? Alors, ce qui peut être fait, alors c'est vrai qu'on peut mettre des tas de choses là-dedans, et il n'y a pas de, mais on peut dire, il n'y a pas de méthodologie uniforme comme il pourrait y avoir par exemple pour le document unique, je dirais, hein, voilà. Mais souvent, en fait, les entreprises qui veulent commencer par ça, ils peuvent faire un diagnostic sur la qualité de vie au travail. Parce que il faut commencer par en fait consulter les salariés. Parce que, si vous voulez, tout part de leur perception de la qualité de vie au travail. Vous voyez, Oui, ils peuvent avoir sans écoute l'impression. du salarié, il ne peut pas y avoir de QVT. Non, il ne peut pas y avoir de QVT. Ils peuvent avoir l'impression d'être, on va dire, stressé. Voilà, et la direction peut se dire non, non, chez moi, il n'y a pas de stress, et, on n'a pas des rythmes infernaux, etc. Mais ce qui compte, c'est la perception. Si les salariés ont ce sentiment-là, il faut le prendre en compte. Eh bien, merci Marc, mais merci pour cette première partie. Donc, nous passons donc la parole à Sandrine pour la deuxième partie et deuxième intervention. Bonjour à tous. Slide suivant. Donc, on va parler donc de la qualité de vie et tout ce qui peut être aménagement des locaux. Donc, il faut penser quand on intègre des nouveaux locaux ou quand on réaménage des nouveaux locaux, penser à consulter le personnel sur leurs souhaits de comment réaménager, leur faire essayer tout ce qui est chaises, clavier, ordinateur, faire attention à la luminosité si on est à côté d'une vitre, et tout ce qui est aussi à la climatisation, ventilation. On a des salariés qui sont plus ou moins frileux, et donc juste en permettant deux postes ou en pensant avant et en leur demandant leur opinion, on peut faciliter l'intégration des postes dans tout ce qui est dans les open space. Alors ça peut se faire sous forme de consultation donc lors de réunions flash avec les collaborateurs, ou ça peut être sous forme de sondage, donc toujours demander l'avis aux salariés. Après, tout ce qui est aménagement des horaires de travail, c'est un point aussi important. Donc, pour les aménagements, il faut prendre le temps d'échange suffisant pour discuter de l'articulation sur la vie professionnelle et la vie personnelle. Un collaborateur qui peut avoir un enfant malade peut avoir des besoins de s'absenter, et il a vraiment besoin d'être rassuré quand il va revenir au travail, de toujours retrouver son poste. Donc, voir aussi comment il peut avoir un avenir dans la société en ayant une personne malade. Pour tout ce qui est aménagement de mi-temps aussi, on a beaucoup de personnes qui travaillent à mi-temps. Donc,
toujours voir avec eux s'ils préfèrent venir 2 fois une semaine, 2 jours une semaine et 3 jours une autre semaine, ou s'ils préfèrent venir tous les jours 3h30, parce que quand on est 3h30 tous les jours avec nos collègues de travail, on peut avoir un échange, mais quelqu'un qui habite loin, lui, peut peut-être préférer avoir un rythme de 2 jours et 3 jours. Donc, ceux-ci peuvent être faits lors de l'entretien professionnel ou à toute demande du salarié, hein, toujours être à l'écoute. Et donc, juste, on revient un petit peu sur l'entretien professionnel, puisqu'on peut faire, lors de cet entretien professionnel, tout ce qui est articulé au niveau de la vie privée et de la vie personnelle. Donc, il doit être fait tous les 2 ans ou au retour d'un long congé, donc que ce soit un congé maladie, un congé parental. Et il peut être fait avant la reprise du travail à la demande du salarié. Donc, le slide suivant. Donc, mettre aussi à disposition tout ce qui est une assistante psychologique, surtout en cette période particulière de Covid, où on sait bien que le Covid met le stress sur le personnel. Hein. On a beaucoup de retours où les personnes étaient angoissées. Maintenant, on commence à avoir un rythme où les gens ont pris des bonnes pratiques, donc respectent bien toutes les mesures, ont bien assimilé toutes les mesures, mais ça peut être aussi sur la partie addictive. Pour un fumeur, on peut demander à un ancien fumeur, sur la base du volontariat, d'accompagner une personne qui souhaite arrêter de fumer. Il faut toujours que ce soit un souhait. Il peut témoigner sur le bienfait, donc au niveau de sa santé, tout ce qu'il a pu récupérer dans ses conditions physiques, et puis aussi sur l'aspect économique. Ouais. Donc, il faut toujours rendre le salarié acteur de l'évolution dans leur travail. Tout ce qui est choix d'outils, donc comment faire une tâche, écrire des nouvelles procédures, que ce soit dans le technique, l'implication dans le choix des formations techniques, leur demander si leur formation est adaptée à leurs besoins. Toujours avoir un 360 quand ils ont fait une formation, pour justement qu'ils puissent se dire ce point était bien, mais ce point ne m'a rien apporté, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. Donc, faire des échauffements aussi, tout ce qui est échauffement, articulation, au travers de quart d'heure de sécurité, faire animer par des collègues de travail. Donc, les rendre acteurs aussi. Donc, il faut faire des diagnostics par un tierce et en exploiter les résultats. Souvent, on commence à faire des diagnostics et puis on ne va pas jusqu'au bout. Donc, aller jusqu'au bout de la démarche, avoir les diagnostics et en parler avec les parties prenantes, voir leurs visions, les visions donc des salariés. Se faire aider par les psychologues de la médecine du travail ou autres secteurs. Et pourquoi pas se faire labelliser pour savoir explorer les motivations des équipes, améliorer l'engagement des performances des salariés et développer l'attractivité de la société. Donc, slide suivant. Donc, j'ai pris en exemple une société, donc c'est vrai que c'est un petit peu loin en 2011, mais c'est une société qui en 2011 est passée à la certification OHSAS 18001, qui maintenant est remplacée par ISO 45001. Donc, on voit bien là le taux de fréquence qui, dès la première année, a chuté pour en 2015 se stabiliser, et depuis la société reste stable. Donc, le slide suivant. Ici, on a le taux de gravité. Donc, le taux de gravité, c'est par rapport aux journées d'absence qu'aura eu suite à un accident de travail. Donc, pareil, on voit que le taux de gravité a suivi la même courbe et la société, depuis, reste stable. Voilà. Donc, slide suivant. Donc, tous les avantages de ces approches, c'est une plus grande motivation et implication des salariés, un bien-être que l'on ressent. C'est un gain de temps dans les tâches parce que chacun peut emmener son savoir-faire plus facilement. C'est donc en ce moment, tout ce qui est baisse d'absentéisme. Donc, l'absentéisme chute aussi. En ce moment, il y a beaucoup de cas contacts qui faussent les courbes cette année.
mais sinon le taux d'absentéisme chute du fait que les personnes se sentent moins stressées, moins angoissées, et les diminutions des arrêts de travail aussi, puisqu'on supprime tout ce qui est diminution due au mal-être des collaborateurs du travail. Donc, le slide suivant, et on passe aux questions. Donc, mesdames, messieurs, à vos claviers. Moi, j'avais déjà donc un point peut-être à creuser, que j'avais légèrement abordé. C'est vrai que dans les circonstances actuelles, aujourd'hui, nous parlons de QVT, donc qualité de vie au travail. Oui, oui, mais moi, madame, je suis pas au travail, je suis chez moi, donc je suis en télétravail. Quelles conséquences est-ce qu'on a pu déjà observer dans la différence de qualité de vie au travail? Alors, on a des personnes qui supportent très très mal l'éloignement. Donc, ces personnes-là, leur faire plus attention et essayer en fonction du travail et comment on peut articuler, mais les faire venir le plus souvent au possible au travail pour avoir un échange. Et d'autres personnes qui, eux, au contraire, sont très bien en télétravail. Donc, essayer d'articuler, de trouver la juste mesure avec chaque collaborateur, parce que c'est vrai qu'être derrière un clavier lorsqu'on fait une réunion, pour certaines personnes, ce ne sont pas aussi tactiles et aussi importants pour d'autres personnes. Donc, essayer de s'adapter à chaque personne, et si une personne, elle, souhaite rester plus souvent chez elle, la favoriser et favoriser celle qui préfère venir plus régulièrement. C'est vrai que le Covid nous a appris à changer d'une semaine à l'autre les méthodes de travail. Est-ce que ça veut dire que la QVT doit être encore plus, entre guillemets, sur mesure et personnalisée? Oui, au maximum. Peut-être pour compléter le propos de Sandrine, en fait, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que le Covid-19 a généré un risque vis-à-vis de la Covid, mais il y a aussi un risque psychosocial, soit une peur d'attraper en fait la maladie sur le lieu de travail, par exemple le lieu de restauration, la cantine, soit au contraire un éloignement. Et donc là, la bonne pratique en fait des entreprises, c'est qu'elles questionnent leurs salariés. Il y a des salariés qu'elles permettent de venir tous les jours parce qu'ils n'ont pas un environnement de travail Adapté adapté chez eux. chez eux. Mhm. Voilà. Et d'autres, en fait, à qui sont quasiment tout le temps en télétravail. Donc, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'on adapte le travail à la personne et à ses peurs plutôt que l'inverse. Vous voyez ? Par contre, il faudrait aller jusqu'au bout, et ça, c'est pas tout à fait pris en compte, c'est-à-dire être sûr que le salarié, par exemple, si on parle d'ergonomie, etc., est-ce qu'il a les outils chez lui pour travailler aussi de façon saine, je dirais, en termes d'ergonomie, que s'il était au travail. Voilà. D'accord. Je pense à d'autres travailleurs qu'on appelle étudiants qui aimeraient bien aussi ce genre de personnalisation. Je voyais une autre question. Y a-t-il des espaces pour exprimer les ressentis, les difficultés? Quels sont-ils en physique, en distance? Alors là, c'est chaque entreprise qui va s'adapter Je pense que chaque entreprise doit s'adapter à sa population en fonction si c'est des travailleurs sur le terrain, si c'est des personnes derrière un ordinateur, parce que les personnes sur le terrain, on peut leur dire ne passez plus directement dans les sociétés, vous allez directement sur votre lieu de travail, mais ce qui crée aussi un isolement de ces personnes. Donc, pour s'exprimer, bon, on a toutes les nouvelles technologies maintenant, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils puissent, ou sous forme, avoir une boîte, ça peut être une boîte où chacun marque son ressenti, voire anonymement, hein, si on n'arrive pas à discuter, et puis en discuter lors de réunions flash. On a eu tant de questions, ben voilà ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que vous
proposer si la personne ne vient pas directement. Ça peut être fait sous forme anonyme. Donc après, s'ils ont peur de connaître les écritures, ça peut être fait aussi version informatique. Donc on a beaucoup de moyens maintenant avec tout ce qui est technique de proposer de solutions et d'imaginer en fonction de son équipe avec lesquelles on travaille, que l'on connaît, des techniques différentes. Mais le mieux, c'est que ça reste quand même l'écoute. L'écoute et les bureaux ouverts. Merci. Alors, il y a une autre question d'une sceptique que je connais bien, qui a une certaine expérience. Les certifications et labels ne cachent-ils pas bien souvent une réalité bien différente? Alors, oui, c'est possible, il faut pas se le nier. Par contre, je pense que tout dépend du but recherché de l'entreprise. Voilà. Si l'entreprise, elle veut juste une certification pour avoir une certification ou pour satisfaire un client, vraisemblablement, on le sait tous, elle ne va pas aller au fond des choses. Et donc, du coup, vous allez avoir un système avec un discours qui va être différent des pratiques. Voilà. Par contre, les entreprises qui se disent, bon, je vais utiliser ces normes-là comme un moyen, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est que l'entreprise ou l'organisme fonctionne bien. Ça veut dire, bon, ben, bien sûr qu'elle soit rentable, mais aussi que les salariés s'y sentent bien, si vous voulez. Et donc, du coup, si on l'utilise comme moyen, on est obligé d'aller au fond des choses, et donc, du coup, aussi d'aborder la participation, la consultation des salariés et une certaine qualité de vie au travail. Si vous avez une mauvaise qualité de vie au travail, les salariés, en période normale, ils vont partir. Ouais. Notamment, pensez à certaines fonctions, les fonctions IT, etc., les fonctions qui ont des opportunités d'emploi. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, d'ailleurs, moi, j'ai travaillé aux US 3 ans, et les US ont cette pratique-là. Les entreprises US ont cette pratique-là, j'étais dans la région de New York, de faire des enquêtes de satisfaction des salariés tous les ans. Et on peut se dire, c'est du pipeau. Non, non, c'est pas vrai. C'est parce qu'aux US, vous avez un directeur, par exemple, commercial, qui peut se tirer en une semaine. Donc, vous imaginez l'entreprise. Donc, l'entreprise, pour éviter ça, elle sonde ses salariés pour savoir si ça va pas, et elle met en place si vous voulez, des actions pour prévenir justement la fuite des personnes clés. Voilà. Merci bien. Rappelons aussi d'ailleurs que cette session est animée sous l'égide de la FQP, Association France Qualité Performance, et que notre référentiel modèle, c'est le FQM, c'est un modèle de maturité, et que dans ce modèle de maturité, il est demandé aussi bien d'évaluer la performance des employés, des collaborateurs, que leur perception de l'organisation. Et donc, on a bien un équilibre entre ces deux qui revient dans ce modèle. Nous, dans notre société, on a une note bien-être qui est articulée vis-à-vis des responsables, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs. Et chaque salarié peut noter son ressenti. Sur la base donc d'un questionnement. Oui. Guy, le temps. Oui, Jean-Jacques? C'est le temps. D'accord. Je finirai juste avant de passer la parole au prochain intervenant par un contre-exemple qui me revient d'un spécialiste professionnel en location de bureau qui me racontait un jour qu'un dirigeant avait demandé quels étaient les prix de déménagement dans une tour, à l'époque en région parisienne, la tour Pleyel, pour ceux qui la connaissent, qui avait une sinistre réputation de lieu et d'environnement. Et cet expert lui demandait, mais pourquoi vous avez les moyens de vous payer plus? Oui, mais comme ça m'évitera de payer des licenciements. Voilà. Donc, contre-exemple parfait de qualité de vie au travail, de prise en compte des besoins des uns et des autres. Jean-Jacques, merci Sandrine. Jean-Jacques, je vous laisse à chacun de passer la parole donc aux prochaines interventions qui sont du domaine du témoignage. Voilà. Je vais juste introduire les deux sociétés. Donc, vous allez commencer, on va commencer par Veolia Mahera, qui est il se trouve que je les connais personnellement, ces deux sociétés. Donc, Veolia Mahera,
D'abord, elle a des certifications dans le domaine de la santé et sécurité au travail. OSHA, c'est ILO-SH. ILO-SH est très mal connu, en fait. C'est un référentiel où justement il y a une part importante de consultation des travailleurs, consultation et participation. Voilà, elle est en phase de transition 45001. Donc c'est une entreprise qui a poussé ses outils. Dans le cadre, elle a une certification par ailleurs qualité, environnement, énergie, en plus de santé, sécurité au travail. Donc, elle a poussé ses outils, si vous voulez, dans le but de finalement d'être plus performante. Et on verra ça. Et après, vous verrez Mini Green Power. Mini Green Power, qui, elle, est une société donc, qui est certifiée 9001 45001 et qui, elle, a décidé, si vous voulez, de prendre par le haut, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui vise à devenir une entreprise libérée, voilà. Et donc, elle a diffusé, si vous voulez, des pratiques de consultation, de participation, d'améliorer la qualité de vie au travail à ses salariés. Voilà. Je me tais et ils vont présenter d'abord Veolia Maera. Oui, bonjour à tous. Écoutez, d'abord je me présente, donc, je suis Cédric Fricou, donc je suis le responsable de l'usine d'épuration de Maera, qui est l'usine qui collecte en fait tous les effluents de la métropole de Montpellier. Pour commencer, j'aimerais situer un peu le contexte, parce que nous avons mis en place cette qualité de vie au travail, parce qu'à un moment donné, nous rencontrons parfois des difficultés à recruter du personnel. Nous avions aussi certaines personnes qui postulaient dans l'entreprise, dans d'autres services, parce qu'ils pensaient que la qualité de vie au travail était meilleure ailleurs, des avantages meilleurs, avec des voitures qu'on ne peut pas donner ici, et des horaires plus souples, mais qui ne sont pas possibles sur Maera, parce que nous réalisons dans la maintenance et on ne peut pas se permettre, quand on constitue des équipes le matin, de commencer à des horaires différents. Et enfin, cela nous posait problème, en fait, quand un salarié quitte le service, nous, c'est une usine complexe et ça demande beaucoup de temps de formation derrière. Donc, lors du dernier webinaire, nous avions abordé la participation à la consultation personnelle. J'avais abordé notamment des points qui peuvent participer à la qualité de vie au travail. Je ne vais pas y revenir dessus. Et là, je vais vous présenter d'autres points. Celle suivante, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, nous, sur Maera, on était confrontés régulièrement à des accidents de travail qui apparaissaient dans la première heure de la journée, c'est-à-dire entre 8h et 9h. Donc, on a décidé de mettre les échauffements collectifs. Ces échauffements collectifs sont animés par le personnel. Ils sont réalisés en musique, donc quelque part, c'est un moment agréable. Et surtout, ils permettent, je dirais, de réaliser un bon démarrage à la journée. Donc, et depuis qu'on a mis en place ces échauffements, en tout cas, l'ambiance est très bonne et ça se voit déjà sur le visage du personnel. Quand il quitte le point, il a le sourire et la journée commence bien et on n'a plus d'accident, en tout cas depuis ces échauffements collectifs. Celle suivante, s'il vous plaît. Ensuite, on a décidé de travailler sur la cohésion d'équipe. Donc, pour y arriver, on a décidé de mettre en place des séances de team building. Donc, team building, cohésion d'équipe en français, c'est une pratique en fait qui permet de renforcer les liens en fait entre les collaborateurs au travers d'ateliers qui soient ludiques, pratiques, créatifs, sportifs. Donc, ça change en fonction des saisons également. L'objectif, à quelque part, en fait, de ces ateliers, pour nous, c'est de mieux se connaître, mieux connaître son collègue et ainsi, en fait, travailler plus efficacement ensemble dans un environnement que je qualifierais plus agréable. Donc, ces ateliers ont commencé sur Maera en décembre 2019 et ils sont réalisés à une fréquence d'1 heure par mois. Ensuite, pour nous, je dirais aussi que le team building, c'est vraiment un canal de sensibilisation et de communication pour des thèmes très variés, tels bien sûr la sécurité, mais également le management, l'environnement, la résolution de problèmes, voilà, ou la gestion du stress. Sur les photos que vous avez là, que vous voyez, en fait, l'atelier, il consiste en fait à apprendre à résoudre un problème avec des options très réduites. Là, l'équipe doit travailler en fait ensemble pour créer une maquette. Et en faisant confiance à une seule personne,
parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a reçu les consignes et les instructions. Donc, je dirais que cet atelier-là, typiquement, il traite des styles de communication de leadership, parce que certains vont prendre le lead, d'autres vont se laisser guider. Et bien sûr, entre deux équipes, parce qu'on a constitué des équipes, on aura des maquettes totalement différentes. Donc, le message, quelque part ici, qu'on essaie de faire passer au personnel, c'est qu'il y a plusieurs façons d'arriver à un objectif et que nous réfléchissons tous ensemble, tous différemment. Slide suivant, s'il vous plaît. Une autre étape aussi a été le réaménagement des locaux. En fait, notre service est composé d'une cellule performance. Cette cellule regroupe les différentes compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'usine. On a un référent process, un référent maintenance, un référent automatisme et un référent QHSE. Donc, ils étaient cloisonnés chacun dans un bureau. Et parfois, on pouvait discuter de sujets transverses et ils ne participaient pas à la discussion. Et des décisions étaient parfois prises sans que tout le monde ait pu participer en fait, à cette prise de décision. Du coup, on a décidé, on s'est rassemblés, on a fait un atelier en fait, ensemble, d'atelier intelligence collective, et on a décidé de mettre en place un open space afin de faciliter la communication et l'émulation collective entre les différents référents. Bien sûr, on a pris en compte aussi leur qualité de vie dans cet espace pour essayer qu'ils aient quand même leur espace à eux tout en étant en open space, qu'on puisse communiquer. Et on a investi quand même sur du mobilier. L'entreprise a investi à hauteur de 6 000 € pour rendre cet espace, on va dire, agréable pour l'ensemble du personnel. Et comme vous le voyez sur les photos aussi, on n'a pas lésiné aussi sur des plantes, bon, de vraies plantes et pas des plantes en plastique, parce qu'on considère que les plantes sont comme agréables, donnent une bonne humeur ambiante, permettent d'évacuer le stress et donnent une sensation d'être un peu plus proche de la nature. Et depuis qu'on a mis en place ces ateliers, cet open space, même une personne qui était récalcitrante un peu dans le groupe apprécie très fortement parce que elle peut donner vraiment son avis dorénavant, surtout parce que dès qu'il y a un sujet qui est abordé, n'importe qui peut prendre la parole et venir se joindre au groupe. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ensuite, on a décidé de mettre en place des jardins partagés. Alors ça, c'est venu d'un constat que les collaborateurs, en fait, ils ne savaient pas quoi faire durant leur pause du midi. Donc, ils souhaitaient une pause plus courte, mais pour nous, ce n'est pas possible parce qu'on a des engagements contractuels avec la métropole et on ne peut pas y déroger. Donc, l'idée est venue, en fait, quelque part, d'occuper ce temps et donc de créer ces jardins partagés. Ensuite, nous avons un grand site à 8 hectares, donc 100, 100, 200 mètres carrés à utiliser pour créer des parcelles allouées à chaque collaborateur. Ce n'était pas forcément compliqué pour nous. D'autre part, en fait, si vous voulez, ces jardins partagés, ils nous apportent quelque part une belle qualité de vie au travail parce que les salariés peuvent avoir une attitude éco-responsable parce que dorénavant, ils peuvent manger bio et local, ce qui n'était pas le cas auparavant parce que nous, ici, on habite une métropole et la plupart des gens habitent dans un immeuble. Et donc, avec un balcon et une terrasse, on ne peut pas produire ses propres légumes bio et sans pesticides. Ensuite, ça apporte quand même, je trouve aussi un partage, parce que je les vois régulièrement se partager les légumes, et ça leur permet d'avoir un panier bio et varié en fait pour chacun. Autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est que dorénavant, même les salariés nous, les horaires de travail se terminent à 16h15, et on les voit régulièrement le soir aussi, vers 16h15, travailler sur leur jardin, récupérer les légumes, arroser, donc, et discuter entre eux. Donc, ça crée vraiment de beaux liens. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que je n'avais pas de photo pour celle-là. On a décidé aussi de créer un verger. Un verger, ça, c'était un cadre de notre certification ISO 14001 pour, quelque part, attirer la vie faune et les animaux frugivores et remettre en place des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces locales et anciennes. Mais en créant ce verger, on s'est posé la question aussi, parce que c'est quand même agréable, il y a de beaux arbres, c'est de créer aussi un espace détente pour le personnel qui peut venir dorénavant s'asseoir. On a posé des bancs et des tables. Ils peuvent également bénéficier des fruits dans la saison. Ensuite, pour remonter donc toutes ces demandes, en fait, j'ai créé un baromètre de l'humeur. Ce baromètre, lui, il me sert
à mesurer le pouls, le climat social de mon service. Et donc de travailler sur les problèmes qu'on peut déceler à travers ce baromètre. Donc ce baromètre, il est envoyé chaque mois aux salariés sous forme de Google Form, et chaque salarié répond à 4-5 questions qu'on a décidé de mettre en place. Donc, je dirais que moi, vraiment, ce baromètre, il me permet, en mesurant quelque part le pouls de mon service, de mettre en place des leviers RH et ainsi de capitaliser quelque part sur mes points forts et corriger le plus rapidement possible les dysfonctionnements qui peuvent être source quelque part de désengagement. Et nous, on souhaite vraiment l'engagement dans l'ensemble de l'équipe pour arriver à la performance. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, sur le site, comme beaucoup d'entreprises, on travaille également sur les moments festifs. Car ces moments-là, il faut savoir les célébrer ensemble et savoir passer le temps nécessaire pour savourer notamment les succès que l'on peut avoir dans l'année. On réalise également, on fête également les anniversaires de chacun, avec pour challenge quelque part, c'est d'apporter, que chacun apporte un gâteau fait maison et non pas acheté directement, ça permet de partager un peu son savoir culinaire et sa région, parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive tous de régions différentes. Et également en fin d'année, parce qu'en fin d'année dernière, on avait passé une année particulièrement difficile avec le Covid, et nous avons décidé, en plus du sapin de Noël que nous réalisons aussi tous les ans sur le site, de mettre en place un système avec que chacun apporte un cadeau. On avait défini une somme de 8 € chacun, et on mettait ces cadeaux au pied du sapin. Donc, ils étaient emballés, et on ne savait pas qui c'est bien sûr qui les avait offert, ce n'était pas le but. Et après, chacun tirait au sort un cadeau. Et on a vraiment, je peux vous dire, ça c'était vraiment une initiative où ça nous a permis vraiment de passer un très bon moment, parce qu'il y avait parfois des cadeaux un peu farfelus, et c'était vraiment très sympa. Dernière slide, s'il vous plaît. Là, ça c'est un mur d'expression que nous avons décidé de mettre en place. C'est tout récent en fait, il y a 15 jours, 3 semaines. Le but ici, c'est de permettre à n'importe qui dans le service de laisser un message à l'attention de ses collègues pour les motiver ou pour donner une information. Et je dirais que cela favorise quelque part les sujets de discussion spontanée et cela laisse libre cours à l'imagination de chacun. On voit ici, par exemple, là nous sommes en gros travaux en ce moment, quelqu'un a dessiné une rue et avec un petit casque à côté donc, pour se protéger. Et la sécurité s'invite là-dedans aussi. Et après, si vous lisez un peu à côté, par exemple, quelqu'un avait écrit les recettes de crêpes parce que voilà, on a fêté la Chandeleur également tout en respectant bien sûr les gestes barrières. Donc pour conclure, je dirais que pour nous, le bien-être au travail, ça améliore bien entendu la productivité et ça stimule l'engagement de chacun. Pour nous, c'est très très important l'engagement. Et depuis la mise en place de cette qualité de vie au travail, le nombre d'interventions réalisées sur le site a augmenté de plus de 20%. Donc, on voit vraiment un impact. Ensuite, je dirais que, quelque part, l'amélioration du bien-être est une contrepartie qui est demandée par les salariés aussi, en échange d'avantages d'engagement de leur part. Ça, c'est vraiment une condition auquel il ne faut pas se leurrer. Donc, pour moi, vraiment, l'équation est très simple. Si, quelque part, un salarié se sent bien sur le site, il redevient proactif à la fois pour son bien-être et pour le bien-être aussi de l'organisation ou du service dans lequel nous sommes. Donc, après, il ne faut pas non plus se leurrer, je dirais, parce que bien sûr que notre démarche est éthique et humaniste, mais je dirais que vient rapidement la performance, ce qu'on recherche quelque part aussi, et je dirais que c'est vraiment un élément clé différenciant pour nous. C'est vraiment notre raison d'être et que tout le monde se sente bien à sa place, dans son poste, pour être le plus performant possible. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc, on passe à Monsieur le doyen. Oui, bonjour tout le monde. Franck Ledoyen, donc je suis le responsable QHSE RSE de Mini Green Power.
Donc, nous sommes une entreprise basée à Hyères, dans le Var. Nous sommes 20 salariés, spécialisés dans tout ce qui est études, conception, conseil, réalisation de mini-centrales vertes clés en main. Donc, ce sont des centrales biomasse. Nos études et nos conseils vont de la note de concept en passant par l'ingénierie, la recherche de subventions, tout ce qui est aussi maintenance des centrales installées et bien sûr exploitation. En fait, notre entreprise vise via sa technologie une autonomie énergétique en circuit court. Et nous sommes certifiés donc ISO 9001 et depuis peu ISO 45001. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, nos solutions, en fait, visent à transformer les déchets en énergie propre. On a un large spectre de biomasse. Hein. Ça va des résidus de bois, de végétaux, aux déchets verts, en passant par tout ce qui est résidus agricoles. Les CSR aussi, combustibles solides, donc des déchets industriels et ménagers. Donc, tout ça, on le transforme en énergie propre pour faire du séchage, chauffage, refroidissement, faire de la vapeur aussi, d'électricité réseau ou hors réseau. Donc, voilà notre activité principale chez Mini-Green. Maintenant, je vais vous parler de la qualité de vie au travail chez Mini-Green Power. Donc, avec la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons développé, avec l'implication de l'ensemble des salariés, un programme appelé Green Safe, en fait, qui est basé sur la sécurité des personnes et des biens. L'implication des salariés, elle s'est faite à partir de notre document unique. Donc, en fait, on a travaillé avec chaque service par rapport aux différents risques et par rapport à ce document unique. Et on a réalisé des grilles d'observation. Donc, ces grilles d'observation, elles prennent en compte des catégories de risques. Ça va de la position du corps qu'on peut avoir par rapport à une tâche qu'on est en train d'exécuter, en passant par nos positions ergonomiques, si je suis un salarié qui est plutôt sur un poste administratif, en passant aussi par les outils et les équipements que l'on va utiliser. Est-ce qu'on a fait le bon choix du bon outil, par exemple, sur une opération de maintenance, par rapport aussi aux procédures. Est-ce que si j'ai une opération des travaux électriques, est-ce que j'ai bien réalisé une consignation qui est conforme et qui permet que je sois en sécurité, que mes collègues soient aussi en sécurité. Sur les équipements de protection individuelle que je porte par rapport à une tâche, sur mon environnement de travail, et sur éventuellement aussi tout ce qui est conduite d'engins spécifiques tels que les chariots automoteurs. Donc, ces grilles d'observation étaient réalisées donc, avec l'implication des salariés, ce qui a permis de développer notamment leur connaissance en matière de prévention des risques. Je prends un exemple. Pour aller observer une tâche de travail avec un salarié qui est sur un chariot automoteur, il fallait par exemple que quelqu'un qui gère la partie comptabilité, qui n'est pas forcément dans un atelier, puisse connaître les rudiments, je dirais au moins les généralités de fonctionnement du chariot et les règles de base de bonne pratique lorsqu'un opérateur conduit ce chariot. Donc, ça nous a permis, en fait, derrière le fait de les avoir impliqués, de pouvoir répondre à la partie santé, sécurité au travail, en passant de l'exigence qui était d'une exigence de conformité, hein, de faire respecter la sécurité au travail, à quelque chose de performant, parce que ces observations qu'ils réalisent, donc ils en ont 2 par mois à réaliser, elles sont faites de façon anonyme. Donc, le nom de la personne qu'on a observée n'apparaît pas. Ça a permis aussi de mettre du lien entre des personnes qui avaient des postes plutôt administratifs et des personnes qui avaient plutôt des postes techniques ou maintenance. L'objectif, il est aussi de renforcer les comportements qui sont sûrs.
Donc, ça passe par exemple, se féliciter les uns entre les autres. Si je vais observer mon collègue qui est en train de faire une soudure et que son environnement de travail et les outils utilisés et sa façon de faire est conforme, je vais lui dire c'est bien, continue comme ça parce que au moins tu rentreras chez toi en bonne santé. Ça nous a permis aussi d'éliminer des barrières qui peuvent conduire à des comportements à risque. Donc, par exemple, on a pu constater que pour accéder pour du travail en hauteur, par exemple, on avait ceux qui étaient utilisateurs avaient quelques soucis et pouvaient se mettre en danger, entre guillemets, lorsqu'ils accédaient sur une toiture. Donc, du coup, derrière, pour éliminer ces barrières, il y a des propositions qui sont faites par les salariés. Et derrière, soit on change la façon de faire, soit on met en œuvre des travaux pour que ça soit réalisé en sécurité. Donc, en fait, tout ça, ça a donné du sens au mot sécurité, parce que souvent dans les entreprises, ce mot-là, il est un peu vu comme l'empêcheur de tourner en rond, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens veulent donner du sens à ces mots et cette pratique-là nous a vraiment permis de développer les connaissances et les compétences de chacun. Et derrière, ça renforce aussi l'attitude bienveillante que je vais avoir avec un collègue de travail. C'est-à-dire que si il s'apprête à faire une opération de moulage, qu'il a éventuellement oublié de mettre ses bouchons d'oreille, voilà, on est dans la bienveillance en disant tiens, mets-les parce que sinon tu risques d'avoir quelques soucis. Donc ça, c'est un des premiers programmes qu'on a développé. Ça fonctionne bien aujourd'hui parce que voilà, on est vraiment passé de la conformité réglementaire, on va dire, à la performance, en baissant notamment nos cas de quasi-accident et bien sûr automatiquement d'accident du travail. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Ça nous a permis aussi d'alimenter un programme de minutes de sécurité que nous avons chez Mini Green Power. Donc, tous les matins, en fait, éventuellement, l'analyse de ces fiches d'observation nous permet d'alimenter ce calendrier de minutes de sécurité qui est animé aussi par les salariés. Donc, du coup, de les impliquer aussi sur cette qualité de vie. Nous avons chez Mini Green Power lancé une démarche d'entreprise à mission, donc c'est issu de la loi Pacte, et d'entreprise solidaire. Donc pour cela, pareil, on a impliqué nos salariés donc en organisant une journée cohésion qui était basée sur la thématique RSE. Sur cette journée cohésion, à travers divers ateliers, exercices en équipe, pour renforcer en fait les liens, nous avons demandé sur certains ateliers de réfléchir et de décrire un peu la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire quelles étaient les valeurs de l'entreprise, quelle était notre raison d'être, pourquoi on pouvait bien se sentir chez Mini Green et pourquoi on avait fait la démarche chacun de venir travailler dans cette entreprise. Donc, ça nous a permis en fait d'écrire une raison d'être de l'entreprise, de la mettre dans nos statuts. On implique aussi nos salariés dans le comité de contrôle de la mission, parce que lorsque vous êtes entreprise à mission, vous devez avoir un comité de contrôle qui va vérifier que les missions que vous êtes fixées sont bien réalisées. Ça se fait donc en interne avec des salariés, mais ça se fait aussi en incluant des parties prenantes et intéressées. Donc, ce comité de contrôle, voilà, c'est vraiment une entité qui n'a rien à voir avec le CSE. On fait participer vraiment les volontaires et derrière, des gens extérieurs aussi qui viennent voir, qui peuvent aussi nous donner des idées d'amélioration. Donc, ces missions, elles sont définies dans 3 types. Des missions d'abord humaines, des missions environnementales et des missions économiques. Là, on est plutôt sur la qualité de vie au travail, donc on va parler plutôt des missions humaines. Donc, dans ces missions, par exemple, voulant être entreprise solidaire, on s'est dit comment on peut faire pour apporter notre solidarité. Donc, avec cette crise Covid, ça a mené beaucoup de réflexions. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes étudiants, tout à l'heure, notre collègue intervenant en parlait, ils sont beaucoup en cours à distance.
Certains n'ont pas forcément eu la chance de pouvoir de faire des études. Et donc, du coup, on s'est rapproché de la mission, des missions locales. On a signé un partenariat et une charte avec eux. Et en fait, des salariés volontaires acceptent d'aider à la rédaction de CV de jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme et pas forcément la façon de savoir rédiger le CV. Ça apporte à nos salariés un sentiment de fierté, de motivation aussi à pouvoir aider un jeune. Ensuite, on a aussi, on les aide à… Donc, en gros, c'est du temps qui est donné par la direction. Ça correspond à peu près à une demi-journée par mois, hein, pas forcément avec tous les salariés, avec un salarié de temps en temps. Et donc, on va accompagner ces jeunes, par exemple, aussi à la préparation d'un entretien d'embauche. On simule un jury d'entretien, entre guillemets, puis on leur donne un peu les billes pour pouvoir se présenter, prendre confiance en eux. Donc voilà, donc tout ça, ça passe par un parrainage avec la mission locale. On l'a fait aussi avec les restaurants du cœur pour des chantiers, en fait, tout ce qui est chantier d'insertion des restaurants du cœur. Donc ça a permis vraiment c'était une attente des salariés, de donner du sens un peu à qu'est-ce qu'on est comme entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire. Et on a réussi à développer, en fait, la qualité de vie au travail par un sentiment, comme je vous dis, de fierté, de motivation et de sens. Voilà, donc slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, on a aussi un programme nommé Happy at Work, qui consiste en fait à interroger et interviewer de façon anonyme nos salariés sur des paramètres bien différents, par exemple sur leur engagement, sur comment ils voient leur développement professionnel au sein de l'entreprise. Est-ce que l'environnement est stimulant ou pas et comment il pourrait être encore plus stimulant, sur l'avis qu'ils ont sur la façon de manager, sur leur motivation, sur leur fierté d'appartenance, sur le fun, le plaisir de venir travailler, retrouver leurs collègues le matin, ou plutôt de préférer de temps en temps être en travail à distance pour d'autres. On l'a vu encore plus avec malheureusement cette crise sanitaire. Tout ça, ça nous permet en fait une fois qu'on a sondé nos salariés, en fait, de rédiger avec eux un plan d'action par rapport à tous ces paramètres. Et ce plan d'action, en fait, il a un objectif commun, hein, c'est vraiment la qualité de vie au travail, je dirais même plus la qualité de vie globale. Ça nous a permis notamment de mettre en place cette année des plages horaires. Contrairement à Veolia, comme nos collègues tout à l'heure en parlaient, il y a des activités où ce n'est pas forcément possible, hein, parce qu'on a des attentes aussi de nos clients et de nos parties très prenantes. Mais chez Mini Green Power, c'était possible, donc on l'a fait. Et on a proposé donc d'avoir des plages horaires pour embaucher le matin, ce qui a amélioré considérablement la notation qu'ont fait les personnes cette année sur le Happy at Work, parce que vous aviez certaines personnes qui, à 5 minutes près, parce qu'il fallait embaucher à 8 heures par exemple, ne pouvaient pas déposer leurs enfants à l'école, donc il fallait aller peut-être chez papy-mamie pour que papy-mamie puisse aller l'amener à l'école, ou alors prendre une nourrice pour quelques minutes. Et donc, du coup, ça a amélioré en fait cette qualité de vie. Pareil pour toutes les personnes qui font des activités sportives. On en avait certains qui allaient par exemple faire leur footing le matin. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir arriver jusqu'à 9h30 le matin, ça permet en fait pour la personne qui peut faire du sport ou autre chose, pouvoir faire ses activités plutôt le matin. Et pour celles ou ceux qui préfèrent bénéficier d'une plage plus souple le soir en fin de journée, de partir plus tôt pour pouvoir soit faire des activités sportives ou récupérer éventuellement des enfants à l'école. Donc ça a clairement amélioré et stimulé l'ensemble du personnel. D'autres idées qui sont issues de cette dernière enquête, c'est par exemple, on a
on a des chantiers en ce moment, par exemple en Bretagne. Et lorsque les gens allaient en Bretagne, ben, souvent c'était à l'hôtel. Et quand il y avait des journées cohésion, ben, on a vu que les liens étaient quand même renforcés. Puis ils nous ont proposé, ben, au lieu d'aller à l'hôtel, puis d'avoir un hôtel différent chacun, et puis de venir tous les matins chacun avec une voiture différente sur le chantier, on pourrait peut-être louer des gîtes, louer un gîte commun avec plusieurs chambres où il y aurait une cuisine commune. Et celui qui est pas d'accord, ben, il peut continuer d'aller à l'hôtel, bien sûr. Et puis celui qui ne veut pas manger forcément le même plat que tout le monde, bah, il ne le fait pas, il peut s'apporter ou aller acheter le plat qu'il désire. Mais voilà, ces gîtes partagés, ils ont été testés. Alors, ça a été un peu compliqué parce qu'avec avec la Covid, il a fallu s'adapter. Mais c'est quelque chose c'est un peu de l'innovation sociale et en fait, ça participe à la qualité de vie au travail parce que les gens, déjà, ils ont le sens de notre entreprise, c'est quand même lié à l'environnement. Donc, éco-voiture, le matin et le soir pour aller sur le chantier. Ça leur permet d'aller faire du sport ensemble, par exemple, parce qu'on a pas mal de sportifs ou de personnes qui aiment le sport dans notre entreprise. Et voilà, de partager aussi certains moments de convivialité lorsqu'on est en déplacement, peut-être loin des siens. Donc, voilà, donc c'est des petites choses qui ont participé à développer en fait la qualité de vie au travail. Donc, on s'est vraiment servi des exigences tout à l'heure. C'était Jean-Jacques, je crois, qui parlait de ça. On s'est servi des exigences certificatives en fait pour donner du sens à tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de dire ben, comment on peut améliorer cette qualité de vie. Et comment on peut l'améliorer, ben, les premiers à pouvoir nous répondre, c'est l'ensemble de nos salariés. Ce n'est pas des idées à chaque fois qui viennent de la direction, parce que sinon, bah, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Sur cet environnement aussi, vous avez environnement stimulant, vous avez des personnes qui nous ont proposé de faire, par exemple, de faire des dons du sang, parce que vous avez vu des reportages où aujourd'hui les poches sont un peu vides, malheureusement, dans les hôpitaux avec tout ce qui se passe. Et donc, du coup, ben, il y a des initiatives des salariés qui sont prises. Et bien sûr, la direction adhère à ça, que il n'y a pas très longtemps, donc on a un minibus qui est venu chercher 5 salariés pour aller donner le sang à Saint-Pnus. Ça s'est fait sur des heures de travail. Et encore une fois, bah, c'est un sentiment de fierté pour ceux qui ont pu le faire et ceux qui ont voulu le faire. Et voilà, du coup, il y a un sentiment de bien-être. Et aujourd'hui, c'est important parce surtout avec tout ce qu'on vit, malheureusement, avec cette crise sanitaire, on a besoin de choses comme ça. Donc voilà, moi, j'en ai terminé pour mes slides. Eh bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Je rappelle et je vous mets dans la discussion notre site web afin de vous permettre de redécouvrir les différents ateliers et cercles qui existent qui peuvent vous permettre d'avancer sur ces sujets. Et je limiterai, ce que notre pilote m'a rappelé, le timing à une question. On a abordé énormément de sujets autour des impacts de la QVT, mais je voudrais en venir à un cas, allez, on va dire très précis, processus de recrutement. Moi, je suis bien dans mon travail, mais je suis aussi bien dans mon travail parce que j'ai l'engagement, parce que j'ai un environnement technique et matériel que je dirais satisfaisant, mais aussi parce que, entre guillemets, la tête de mon voisin me convient. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous avez intégrer des impacts sur le processus de recrutement, l'un ou l'autre, en déployant cette QVT? Autrement dit, est-ce que ce processus est impacté ou pas lorsque on lance ce genre de démarche? Alors, oui, je peux en parler. Nous, sur Maera, déjà, quand on reçoit les candidats en entretien, on définit clairement nos valeurs, nos ambitions, notre vision d'entreprise et nos objectifs pour voir dès le départ si on arrive à partager ces 4 points qui sont pour moi essentiels quelque part pour travailler ensemble et évoluer ensemble. Ça fait partie vraiment de notre processus de recrutement. Merci. Monsieur Franck a peut-être oui, son point de vue sur cette question.
Donc pareil, hein, nous, bon, on n'a pas une petite structure, donc on n'a pas de, on a une personne qui gère les ressources humaines, mais qui est quelqu'un qui est intervenant extérieur en fait, donc elle est là quelques jours par semaine et par mois. Et donc du coup, ça a été intégré aussi un peu pareil que chez Veolia, c'est-à-dire que on leur demande pourquoi, par exemple, quand c'est quelqu'un qui vient de quitter une entreprise et qui veut venir sur une structure comme la nôtre, on est une petite structure, on est une jeune entreprise, hein, on a 6 ans. Quelle est la démarche pour voir si elle colle aussi à la nôtre. On leur présente aussi nos valeurs pour voir ce que en décline, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils voient derrière ces mots-là. On a des valeurs, par exemple, de confiance, etc. Qu'est-ce que pour eux la confiance, comment ils voient ça. On a aussi des valeurs de sobriété et de transmission. Donc, qu'est-ce que ça appelle pour eux? Donc, ça fait partie aussi du processus, et notamment lorsqu'il y a la phase entretien d'embauche, de voir un petit peu à qui on a affaire et quel est le sens qu'ils mettent en fait à venir travailler chez nous. Est-ce qu'ils seraient prêts aussi à s'impliquer dans les différents programmes qui ont été initiés par les salariés? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des idées, etc. Donc, on est aussi dans la même démarche. Merci beaucoup pour vos témoignages. Eh bien, je pense qu'il est temps de repasser la parole au pilote de ce projet pour la conclusion. Merci à tous. On est ric-rac au niveau du temps, mais c'est l'indicateur de ce que les échanges ont été fournis. Je conclus sur le prochain web qui traitera de la 45001 et donc qui fait partie du focus. Ça sera donc le 16 avril prochain sur les parties intéressées. Vous allez recevoir une demande d'évaluation de notre web. Merci d'y participer. À cette occasion-là, vous pourrez demander, si vous y êtes intéressé, à recevoir l'enregistrement de ce webinaire. Je vous dis à tous bonne journée, bon appétit et à très bientôt sur nos lignes. Bonne journée, à bientôt, au revoir.